Salut, c'est Pierre Amiche. Aujourd'hui, pour Rugby Brut, le podcast de Legendary Plays, on va revenir sur la trajectoire étonnante d'une comète, celle qui se nomme Valentin Courant. C'est un gamin de Seine-Saint-Denis qui a 17 ans et est déjà champion du monde et sélectionné par les Barbarians. Son parcours, c'est aussi celui d'un gosse ultra talentueux qui arrive toujours un petit peu sur la pointe des pieds dans des vestiaires de géants. Toulouse, Biarritz, Sale. Il va disputer des finales et gagner des titres quasiment partout. Et puis vient le temps des blessures, des petits clashs, des grandes décisions. C'est donc l'épisode de Valentin Courant, le prodige tricolore. Bonne écoute à tous. Bon Valentin, merci de m'accorder du temps pour ce podcast Rugby Brut. On va remonter le fil de ta carrière. C'est quelque chose que tu as déjà fait, donc évidemment, on va pas faire comme les autres, parce que je suis beaucoup plus malin. Non, pas du tout. C'est juste que ça sert à rien de faire ce qu'on a déjà fait par le passé. Mais on va reprendre malgré tout par le début, le commencement. Toi, tu vois le jour à Bondy, en Seine-Saint-Denis, qui n'est pas vraiment réputée pour être une région de rugby. En tout cas, pas au moment où tu y vois le jour. Pourtant, tu vas connaître le rugby intime puisque tu vas naître dans une famille rugby. C'est ça qui te fait venir à l'école de rugby de Bobigny? Oui, bien sûr, c'est que mes parents étaient dans le club. Mon père jouait, était joueur, dirigeant, entraîneur. Ma mère s'occupait de l'école de rugby quand j'étais petit, donc obligatoirement j'étais sur le terrain tous les week-ends, tous les mercredis. Après à 5 ans j'ai eu ma première licence, donc je l'ai eu assez tôt, mais je passais même quand j'avais pas entraînement ou pas match, je passais presque toutes les soirées de la semaine et tous mes week-ends. Sur le terrain avec un ballon dans les mains, à m'amuser, à jouer, des fois tout seul, souvent tout seul même. Voilà, derrière les poteaux, à tirer au poteau ou à tirer sur le filet qu'il y avait derrière les. Je me rappelle derrière l'embut, voilà. Et après le week-end, avec les copains, on se retrouvait, même pendant les matchs de la première, on regardait pas forcément les matchs, mais on se mettait au fond de l'embut et puis on jouait au ballon. Finalement, c'est ces petits jeux, tirer au but ou dans les filets ou faire des jeux de passe avec les copains qui vont faire le joueur que tu vas devenir au final. Ah ben c'est sûr, ouais, c'est sûr que d'avoir passé autant de temps au bord du terrain avec un ballon dans les mains, je pense que techniquement, ça m'a permis de progresser plus vite que les autres, peut-être, voilà, qui venaient que juste à l'entraînement une fois par semaine, parce qu'à l'époque, on s'entraînait qu'une fois par semaine, le mercredi, quand on était plus petit. Et moi, voilà, j'avais tout le temps un ballon dans les mains, j'étais au stade tout le temps, je renvoyais les ballons au buteur de la première quand il butait à la fin de l'entraînement. Voilà, toutes ces petites choses que quand on est fils de dirigeant, on peut faire parce qu'on est au bord du terrain régulièrement. Donc à Boboche, finalement, tu vas avoir du temps de jeu chez les jeunes énormément, mais tu vas surtout taper dans l'œil des sélectionneurs des équipes de France, quasiment toutes les équipes de France. Il y a quand même un passage énorme qui va te faire franchir un cap, au moins en termes de renommée, j'ai envie de dire, même si tu as 17 ans. C'est ton surclassement pour disputer la Coupe du Monde 2000. À l'époque, c'est la Coupe du Monde junior. Euh, Ouais. c'est immense parce que d'un coup, tu te retrouves propulsé avec des joueurs qui sont plus âgés que toi et vous allez connaître un parcours brillant. Quel souvenir tu gardes de cette période-là où finalement tu touches du doigt le début du haut niveau? Ouais, c'est une période bizarre entre guillemets parce que je dois à Bobigny, c'est un petit club, tu vois, et même en équipe de France de ma génération, je crois que j'étais un des seuls à pas être dans un club à l'époque c'était pas le top 14, mais de première division, quoi. Donc on n'était vraiment pas nombreux à être dans des petits clubs, pardon. Et, euh, et c'est vrai que quand j'ai cet appel pour me dire, ben voilà, t'es en équipe de France moins de 18, mais en moins de 19, en FIRA, il y a la Coupe du Monde et on n'a qu'un seul demi de mêlée. On voudrait te surclasser. Est-ce que ça t'intéresse, mais est-ce que tu serais OK? Après, ouais. Euh, Au début, ça met un peu de pression quand même parce qu'on se dit, ben, il y a d'autres mecs, quoi. Bon, j'étais titulaire au poste en moins de 18 avec, bon, pas titulaire, mais on se partageait le temps de jeu avec à l'époque Nico Durand et Salkan. Voilà, moi j'avais l'avantage sur eux, c'est que j'étais buteur. Je Mm. pense que c'est ça aussi qui a peut-être fait la différence parce qu'il n'y avait pas forcément trop de buteurs sur la génération d'au-dessus. Donc Bah, c'est, ton c'est- 10, c'est Julien Peyrelongue et Antoine Vigneault-Tuquet qui bute moins bien que Ouais, toi. il y avait Nicolas Arague aussi qui jouait Ouais, au centre.
et Julien Devis qui est à la Et Julien mêlée. Devis, ouais, c'était l'autre demi-mêlée là, avec Ah, moi. Donc, voilà, donc bah, je fais les premiers matchs de. Il y avait 2 matchs de préparation avant la Coupe du Monde. J'avais commencé le tournoi avec les moins de 18. J'avais fait les 2 premiers matchs, je crois, en Écosse et peut-être un en France, je sais plus, ou un seul. Et là, ben, il m'appelle pour faire les 2 matchs de préparation contre le Pays de Galles et l'Angleterre avec les moins de 19. Donc, je connaissais quelques joueurs parce que ben, il y avait Alex Bias qui était à la Canal avec moi ouais. à l'époque, Qui jouait encore à l'aile à l'époque. qui jouait Ailier encore. Et après, il y avait quelques mecs que j'avais croisés comme ça sur les terrains, mais pas forcément trop parce que moi, je jouais pas même en jeune dans les mêmes catégories, quoi. Nous, en Bobigny, on jouait pas contre le Biarritz, contre le Stade Mhm. Toulousain, contre ces équipes-là. Donc voilà, c'était ouais, touché, comme tu l'as dit, le haut niveau. Il y avait des mecs qui jouaient déjà en première aussi dans leur club. Il y avait Nicolas Jean-Jean, par exemple, Guillaume Boussès, qui jouait déjà en première au Stade Toulousain. Voilà, c'était quelque chose. C'était une expérience extraordinaire, ouais, c'est sûr. Puis bon, il y a eu, en plus, c'était en France, il y avait tout le public derrière nous, puis il y a eu la victoire au bout. Donc ça, c'est vraiment ça qui, oui, qui m'a permis derrière d'enchaîner avec mon départ à Brive. Ce qui est étrange, tu l'as dit, c'est que tu es un des rares à ne pas évoluer dans un club d'élite, mais tu es aussi le seul qui vient d'Île-de-France et tu es le plus jeune. Est-ce que c'est quelque chose qui va te suivre? Parce qu'au final, j'ai l'impression que ton profil, c'est un peu toujours été ça, quoi. Pas le gosse, mais le petit jeune qui doit s'intégrer dans des équipes qui paraissent immenses. Euh, c'est, tu le ressens comme Ouais, ça ou pas du tout à ce moment-là? à ce moment-là, pas trop à ce moment-là, puisque je suis vraiment bien intégré. Et puis, rapidement, j'arrive à gagner une place de titulaire. Mais Parce que sur on te rappelle pas que toi, tu es parisien, quoi. C'est pas quelque chose qui existe dans ces équipes-là. Ils s'en foutent. Non, non, dans ces équipes-là, non, non, il n'y a pas trop de. Non, autant dans ma génération, ma vraie génération, on va dire. Il y a toujours eu cette confrontation, cette rivalité entre Parisiens et Toulousains. Ouais. Parce qu'en sélection, on était beaucoup de Parisiens, ils étaient beaucoup de Toulousains. Il y avait la Canale, Jolimont. Mm. Il y avait l'Île-de-France, Midi-Pyrénées en sélection. On les a toujours battus. La petite histoire, c'est on les a toujours battus. C'était la génération plus Michalak, Poitrono, Durand. Voilà, ils avaient une grosse génération. Euh, et il y avait Massy-Toulouse qui s'était joué aussi en cadet, Mm. en finale, c'était au Stade de France, je crois. C'était Enlever le voilà, en finale rideau. cadet. Donc c'était Ouais. vraiment la génération. Et là, on sentait quand on allait dans des stages ou dans des rassemblements nationaux, on va dire, c'était vraiment les Parisiens et les autres, quoi. Cette année 2000, elle est très spéciale parce que tu vas connaître aussi les joies d'une autre sélection. C'est une histoire qui est assez connue, mais il y a quelques détails que moi je ne connais pas. C'est que tu vas être appelé chez les Babas. Euh, Tu vas jouer face au Pays de Galles. Autour de toi, c'est une équipe qui paraît un peu hallucinante, hein, puisque c'est Jeff Tordo, Jean-Luc Sadourny, Simon Mannix. Euh, Comment tu arrives dans le vestiaire avec ces monstres-là? J'imagine sur la pointe des pieds. Ben, ça, c'était beaucoup plus impressionnant, par exemple, tu vois, que d'arriver en moins de 19. Ben, ouais, c'est des mecs que je regardais à la télé, quoique la semaine avant de les rencontrer dans le vestiaire et de jouer, de mettre le même maillot qu'eux, je les regardais tous à la télé. Donc ça, c'était, ouais, au début, quand j'ai eu l'appel, je me rappelle, j'étais à l'entraînement à Bobigny. C'était un vendredi soir et c'est mon entraîneur qui vient me voir, qui me dit, voilà, on a reçu un courrier au club, t'es sélectionné pour jouer avec les Barbarians. Je dis, ben non, c'est pas possible. Possible. Je suis trop petit. Je suis trop petit, j'ai pas l'âge. Je suis pas, ça va, non. Et il me dit, si, si. Et en fait, le truc, c'est que on avait fait une très bonne Coupe du Monde, on a été invités, on était 2 joueurs, voilà, à avoir fait une bonne finale et à avoir été invités avec Vincent Forgue, Ouais, troisième ligne. On était invités tous les deux et c'était un match de gala. C'était le premier match de rugby sur terrain couvert au Millennium de Cardiff, là, qui venait d'être fait. Et même si j'ai joué que 3 ou 4 minutes, ça reste un souvenir. Là, on était rassemblés là le jour même, je crois, le matin. On avait fait le déplacement dans la journée, l'aller-retour en avion avec des avions privés. Et incroyable. puis, ouais, c'était incroyable. Ouais. Et puis moi, j'avais pas encore 18 ans. Donc,
Donc le soir, il y avait eu la soirée, mais bon, ils m'avaient emmené, mais ils avaient fait quand même attention à moi, parce que bon, j'étais encore mineur. J'étais encore mineur, mais ce qui est, voilà, pour la petite histoire, c'est que je resterai à jamais le plus jeune Barbarians français, Exactement. parce que maintenant, à moins de 18 ans, tu n'as pas le droit de jouer avec les seniors. Donc, Exactement. Ouais, ben c'était une information que j'avais aussi. En revanche, il y a une information qui est un peu moins connue, même si il y en a certains qui s'en rappellent, c'est que c'est le dernier match de la carrière de Vincent Moscato. ouais, c'est ce que j'allais dire. Quand tu m'as cité les noms Tordo, j'allais dire, il y avait Moscato aussi à l'époque. Ouais, je me rappelle, c'était un personnage, mais comme ça l'est toujours à la radio. Alors, on l'entend tous les jours. Mais ouais, ouais, il y avait des mecs, c'était impressionnant. Il y avait Sergeyev de Ouais, Montauban aussi. Il y avait des mecs. Ouais, il y avait des mecs bah, qui étaient, pour la plupart à l'époque, c'était encore les Barbarians à l'époque où c'était des joueurs plutôt en fin de carrière qui étaient appelés en Barbarians pour les récompenser entre guillemets de leur carrière. C'est des mecs des fois qui n'avaient pas forcément été international, mais qui avaient fait une bonne carrière et qui étaient invités. Alors que maintenant, les Barbarians, ça a un peu changé, c'est plus l'antichambre de l'antichambre des l'équipe de Bleus. France, quoi. Ouais, bien Ouais. sûr. Finalement, l'année 2000 se termine et c'est un peu paradoxal parce que tu es présenté comme un petit prodige. Tu as 17 ans, tu es champion du monde junior, tu as été convoqué avec les Babas. Est-ce que tu, je ne veux pas parler d'enflammade, mais est-ce qu'à ce moment-là, tu te projettes dans une vie de rugbyman professionnel ou pas encore? À ce moment-là, peut-être parce que c'est prévu que je parte de Bobigny. Voilà, parce que j'avais dit de toute façon à Bobigny que je voulais essayer une expérience dans un club, dans un centre de formation, parce qu'il n'y en avait pas à Bobigny à l'époque. Ouais. Euh, que je faisais mes 3 ans de lycée à la Canale et qu'après la Canale, je sais pas, dans un club pro. Je savais pas où encore. Voilà, j'en avais rencontré plusieurs. Et ça s'est fait que ça a bien. Il y a eu un bon feeling avec Brive. Il y avait aussi une petite convention entre Brive et Bobigny. Donc, Ouais. donc ouais. D'ailleurs, à ce moment-là, juste après le titre de champion du monde U19, tu donnes une interview aux Parisiens dans lequel tu es décrit comme le petit prodige qui a marqué 9 points en finale, etc. Et tu vas dire deux trucs, moi, qui vont me marquer. Tu vas dire, déjà, c'est tout pour mon bac. On verra après. Je dois avoir mon bac. Et le deuxième truc, et ça, c'est une phrase que je trouve très forte. Tu dis, je veux une équipe, mais je veux une équipe qui me parle d'avenir, pas une équipe qui me parle d'argent. Donc, j'ai deux questions, forcément. Déjà, est-ce que tu as eu ton bac? Et Pas, après, pas cette année-là. et est-ce que c'est Brive qui t'a parlé d'avenir plus que d'argent? Non, j'ai pas eu mon bac cette année-là. J'ai eu mon bac l'année d'après. Ok. Parce que là, à la Canale, je l'ai loupé. Voilà. Et je l'ai repassé en arrivant à Brive. Et non, après, je parlais plus. J'ai peut-être dit cette phrase à l'époque parce que beaucoup de personnes me disaient, mais tu vas aller au Stade français, t'es parisien, reste à Paris. Et à Mm. l'époque, Paris, le Stade français, C'est gros gros. c'était une pléiade de stars. Et il n'y avait pas beaucoup de jeunes qui perçaient, en fait. Et même s'ils me proposaient un peu d'argent, je voulais pas aller au Stade français parce que les jeunes n'avaient pas forcément de l'avenir dans leur équipe première. Voilà. Donc c'est peut-être par rapport à ça que j'ai dit ça à ce moment-là. Après Brive me parlait d'argent comme les autres équipes, Bah mais il y oui, avait un c'est. centre de formation qui était vraiment bien structuré à l'époque. D'ailleurs, Voilà, tu vas j'avais faire juste toute ta formation. Tu vas suivre la formation classique à Brive. Tu, je dis pas que tu euh, vas ralentir, mais on va dire que tu passes du statut de prodige, entre guillemets, à un jeune joueur un peu plus normal, puisque tu vas pas démarrer en première à 18 ans, quoi. mais l'année où j'arrive à Brive, j'étais le troisième demi de mêlée. Donc Ouais. je savais que voilà, il y avait Mathieu Farfar et Michael Forest devant moi. Donc je savais que j'étais troisième, que j'allais jouer en espoir. Mais bon, j'avais à peine 18 ans, donc j'aurais dû Bien normalement sûr. jouer en Crabos. Donc déjà, je jouais en espoir, c'était bien, hein. Puis en espoir, à l'époque, c'était pas les moins de 23 ans, tout le monde pouvait jouer. Donc il y a eu des fois où on avait une équipe qui était peut-être meilleure que la première. Voilà, des mecs qui revenaient de blessure ou quoi, et on avait une équipe impressionnante à Brive. Et j'ai fait toute la saison voilà, comme titulaire en espoir. Et sur la fin de saison, Michael Forest se casse tibia péroné à l'entraînement. Et finalement, ben, je fais les 8 derniers matchs. J'avais fait quelques matchs comme ça,
où ils avaient fait tourner un peu l'effectif, où ils avaient mis des mecs au repos, comme ça se fait avec des 2-3 espoirs qui montent. Et je fais les 8 derniers matchs de la saison avec la première, en fait. Et j'avais un contrat à centre de formation sur 2 années. Et en fait, ils me proposent à la fin de cette année-là de basculer. Bon, Brive descend, parce qu'on n'avait pas fait une très bonne saison en première. Et ils me proposent de signer un premier contrat pro à ce moment-là. Donc, Donc la bascule se fait, tu as 18 ans et ouais, demi. ouais, mais à la fin de mes 18 ans, quoi. J'allais avoir 19 ans. Ouais. Reste que c'est en Corrèze que tu vas disputer le plus de matchs. Bon, tu le sais pas encore, mais c'est là où tu vas disputer le plus de matchs, le plus de minutes. Tu vas faire en top 14 44 matchs en 2 saisons, buteur, parfois même ouvreur. Euh, mais au-delà des chiffres, est-ce que tu es heureux en Corrèze dans ta petite vingtaine? Ouais, j'étais heureux, ça se passait bien. J'étais comme je le disais, j'étais dans un confort. J'étais dans un confort. Je jouais quasiment tous les week-ends. Voilà, j'avais ma famille pas loin, puisque mes parents étaient descendus de région parisienne en Haute-Corrèze. J'avais mes potes, j'avais presque une vie, voilà, une vie cool hein, en Corrèze. Il n'y a pas de stress à côté du rugby. Donc, non, non, Ouais. c'était une vie, c'était une vie tranquille. Après c'est les choses qui sont. Ma carrière a évolué différemment, pas différemment, mais de la façon dont elle a évolué, parce qu'à ce moment-là, Brive voulait me faire perdre surtout du poids. Parce que, comme je l'ai dit, j'étais dans un confort où je n'avais pas besoin forcément de faire beaucoup d'efforts Pour être titulaire et pour avoir du temps pour de jeu. jouer, voilà. Et puis ça se passait bien, je butais, je marquais des points. Voilà. Donc, j'avais pas encore basculé sur autre chose et sur ce qu'aurait pu être ma carrière après en faisant un peu Ouais. plus d'efforts. Si on fait un raccourci, tu étais professionnel parce que tu avais un contrat, mais tu n'avais pas un comportement poussé au professionnalisme total, quoi. C'était. Ouais, c'était un peu l'esprit du rugby en France à l'époque, surtout Ouais. à Brive, c'était comme ça. À Brive, c'était le préparateur physique qui disait, allez, on fait une série de 10, mais tu bataillais pour en faire 8 quoi. Tu vois. Ouais, si on faisait 8, allez, si on en fait 8 bien, ça suffit, tu vois. Ouais. C'était cet esprit-là. Donc, puis à Brive, il y avait des mecs un peu talentueux aussi, qui étaient un peu comme moi, qui n'avaient pas besoin forcément de travailler beaucoup pour réussir les choses. Tu vois, qui avaient des qualités, je pense à Julien Larrague, à Nicolas Leroux, Bien sûr. bon, il y avait Alain Penaud qui était au-dessus qui avait déjà fait sa carrière, lui, qui était derrière lui un peu, qui était en fin de carrière. Mais tu Et vois, tu des as mecs joué comme avec ça, Dongui, Julien, Valbon, voilà, il y avait Albon, il y avait Donguy, il y avait devant, il y avait, Nas, il y avait quelques joueurs de ouais, il y avait qualité. pas mal. Non, il y avait une très bonne équipe, mais tu vois, derrière, je me rappelle Julien Larrague, moins il s'entraînait, meilleur il était. Tu vois, Ouais. c'est pour te dire, c'était des joueurs comme ça qui avaient le rugby en eux et qui n'avaient pas forcément besoin de travailler beaucoup ou de forcer aux entraînements. Donc on était un peu tous dans cet esprit-là, en fait. On se complaisait là-dedans. C'est aussi pour ça que tu vas quitter Brive, parce que tu veux sortir de cette zone de confort et tu vas prendre la direction de l'Angleterre, quelque chose qui se fait pas beaucoup, même quasiment pas du tout à cette époque-là. Ils sont une petite poignée à avoir franchi la Manche. Juste avant, pour donner à nos auditeurs quelques chiffres, hein, pour voir un peu l'impact que tu as pu avoir sur cette équipe briviste à l'époque, la deuxième saison à Brive en top 14, tu vas faire 26 matchs, tu vas marquer 7 essais, tu vas être le huitième meilleur réalisateur de top 14. Bon, c'est des chiffres qui parlent pour eux. Tu vas donc traverser la Manche pour signer dans une équipe qui a tout pour réussir, qui est dirigée par un Français, Philippe Saint-André, qui s'appelle Sale. C'est une histoire déjà très connue, mais comment se passent tes premiers entraînements quand tu débarques dans une équipe où il y a Charlie Hodgson, Jason Robinson, Fernandez Lobé, enfin, c'est une équipe monstrueuse, Seb Chabal. Là encore, comment tu débarques et comment tu t'intègres dans cette équipe, alors que, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que tu parles pas l'anglais de Shakespeare à 100%, quoi. Non, non, on peut pas dire ça. Non, mais en fait, ce choix-là, il est fait. En fait, je j'avais pas forcément d'agent à l'époque. Et j'ai rencontré 2 agents. Je leur ai dit voilà, si vous avez un projet intéressant à me proposer, on travaillera ensemble. Sinon, ben, je reste à Brive et j'ai pas besoin de vous. Ça, voilà, j'ai l'habitude. Et il me propose Sale. Donc, je pense que ce qui m'a fait y partir là-bas, c'est que ben, déjà, il y avait Saint-André comme entraîneur.
C'est vrai que moi, l'anglais, c'était pas forcément mon fort, même si je savais faire trois phrases et que je comprenais un petit Ouais. peu, hein. J'étais pas non plus, c'était pas non plus du chinois, mais le fait qu'il y ait un entraîneur français, ça m'a poussé à y aller. Et oui, et puis après, quand on voit l'équipe qu'il y avait, c'est comme à l'époque en France, le Stade Toulousain, quoi. Donc Ouais. aujourd'hui, voilà, c'était l'équipe anglaise où il y avait, ils avaient pas encore, jamais encore été champions, mais c'était quand même une grosse équipe. Il y avait Jason White, le capitaine de l'Écosse en troisième ligne. Il y avait, c'est vrai, comme tu le disais, il y avait une équipe, il y avait Il y Mark avait Taylor au ouais, centre, gallois. Wigglesworth, Foden, Wigglesworth, Ouais, Robinson, ouais, après, il y avait des Cueto. jeunes comme ça qui pointaient le bout de leur nez, parce que Foden, il était encore à Ouais, l'académie, il jouait un peu en première, il il- avait fait quelques un peu matchs. neuf, un peu arrière, mais pour l'instant, il Ouais, était pas voilà. blessé. Mais c'est des joueurs pleins de talent quand même. Tu Ah avais ouais, ouais, Marc bien sûr. Cueto, Ah tu bah avais ouais. Jason Robinson, Ouais, tu ouais, il y avais. avait Elvis Severali, c'était un Samoan qui n'était pas trop connu, mais qui était un magicien, qui savait tout faire avec le ballon, qui était... Moi, c'est peut-être celui qui m'a... Bon, pas celui, parce que celui qui m'a le plus impressionné, c'est Robinson. Ça, il y a pas... Ouais, sur une autre Voilà. planète. Ouais, ouais, c'est un truc de fou. Mais Severali, il était impressionnant techniquement. Techniquement, Hmm. c'était très fort aussi. Voilà, c'est vrai qu'il y avait... C'est vrai que, comme tu dis, comme tu le dis depuis le début de notre entretien, c'est le petit qui arrive dans un vestiaire où il n'y a que des grands, encore une fois. Voilà, et c'est vrai que quand on arrive dans ce vestiaire, on ne parle pas forcément très bien anglais. On a... Heureusement, il y avait aussi 4-5 joueurs français, parce que moi j'arrive en même temps que Fort et Lareccia. Et il y Il y avait avait déjà déjà, Seb il y avait Bruno déjà Bruno et Seb Chabal Chabal. qui étaient là-bas. Il y avait Fernandez Lobé qui parlait français, parce qu'il avait joué à Castres aussi. Donc voilà, c'était un petit noyau qui m'a aidé à m'intégrer plus facilement aussi. Et après, j'étais vraiment là-bas pour m'intégrer comme il fallait, pour découvrir la culture, voilà, j'essayais de voir des Anglais, même, même si des fois, ben, il fallait avoir le dictionnaire pour discuter. Quand Oui. on avait des discussions, quand on mangeait au resto, j'avais toujours le dictionnaire dans la poche. Mais j'essayais de faire un maximum de choses avec les Anglais aussi pour découvrir leur culture. Tu vas sortir de ta zone de confort, mais au début, c'est pas facile à Sale parce qu'il y a une concurrence de dingue. Pourtant, tu vas t'imposer à un poste auquel tu n'as plus beaucoup joué, en fait, au poste d'ouvreur. Tu vas devenir dans la rotation le numéro 2 derrière Charlie Hodgson, qui parfois part en équipe d'Angleterre. Et Philippe Saint-André va même te dire, Valentin, moi je pense que tu es plus un 10 qu'un 9 à l'avenir. C'est peut-être là que ton destin se dessine plus qu'au poste de demi-mêlée. À ce moment-là, l'équipe de Sale roule sur l'Angleterre. Vous allez finir champion. Tu vas marquer des points en finale. Et pourtant, cette aventure va durer qu'un an. Est-ce que tu gardes des souvenirs quels souvenirs tu gardes de cette période de Sale, quoi? Bah, c'est une période qui était dure physiquement parce que là-bas, ils étaient en avance par rapport à la France. Quoi, par rapport à ce que j'avais connu à Brive surtout. Parce qu'il y avait d'autres clubs peut-être qui étaient mieux structurés en France que Brive à ce niveau-là. Mais physiquement, ouais, la pré-saison qu'on fait, c'est impressionnant. On fait 8 semaines de physique où on touche un petit peu le ballon, mais pas énormément. Et pendant 8 semaines, on fait pas deux fois la même séance. Moi, c'est ça qui m'avait la variété, voilà, il se creusait la tête pour toujours faire des choses innovantes et pour pas tomber dans une routine. Donc ça, c'était vraiment top, quoi. Et après, oui, ça m'a permis ben, de physiquement, comme je te le disais tout à l'heure, que Brive essayait de me faire passer un cap physiquement, ben là-bas, sans faire plus d'efforts que ça au niveau alimentaire, ce cap, je l'ai passé, quoi. Je l'ai passé et après, j'ai eu la chance ben, que derrière Charlie Hodgson, il n'y ait pas d'autres 10 à l'époque là-bas. Ils avaient fait venir la Recchia en deuxième 10, mais qui a plus joué arrière finalement. Et moi, sur les matchs de préparation, j'avais dit parce que Hodgson n'était pas là, parce qu'il avait joué avec l'Angleterre, il avait fait la tournée. Et sur les matchs de préparation, quand on est venu à Perpignan en stage, ben, j'avais dit à Saint-André, moi, si tu veux, j'ai une formation de 10 pour faire la rotation avec la Recchia sur les matchs de préparation. Je peux dépanner, quoi. Et finalement, j'avais fait des très bons matchs en 10 et ça lui avait plu. Donc, il m'avait quand même fait débuter la saison, titulaire ou pas, mais plutôt neuf ou remplaçant neuf. Et Oui, au fur et finalement, à à la mesure de la fin, saison, tu t'es ouais, déplacé à l'ouverture. voilà. Euh, c'est peut-être cette polyvalence qui va séduire le board toulousain, puisque tu disais que Sale, c'est un peu comme le Stade toulousain, mais c'est finalement le Stade toulousain le seul, l'unique qui va t'appeler.
tu te retrouves donc à signer pour un club mythique. Et c'est étrange parce que c'est peut-être que moi, mais j'ai le sentiment que ce club, il est fait pour toi. C'est-à-dire que c'est un club qui est tourné vers l'offensive, des joueurs techniques, des ambitions, mais aussi une certaine rigueur toulousaine, forcément. Euh, Comment ça se passe? Qui t'appelle? Pourquoi t'y vas? Enfin, à ce moment-là, j'imagine que c'est difficile de dire non à Toulouse alors qu'il te reste un contrat à Sale, mais comment ça s'organise? En fait, ils m'ont appelé très tôt dans la saison, parce que c'était avant les matchs de Coupe d'Europe de novembre. À l'époque, il y avait des matchs en Coupe Ok, d'Europe en super novembre. tôt, ouais. Donc en octobre ou quelque chose comme ça, j'ai mon agent qui m'appelle et qui me dit, voilà, on a eu un appel, à mon avis, tu vas pas rester longtemps en Angleterre. Euh, voilà, et puis moi je me levais, j'hallucinais un peu. Ben, c'est le Stade Toulousain qui nous a appelés. Ah bon, non mais c'est vrai, c'est une blague. Et en fait, j'étais leur deuxième choix, on va dire, parce qu'ils avaient contacté d'abord Benjamin Boyer, à l'époque qui était à Bourgoin, qui avait Bourgoin, dit ouais. non tout de suite. Voilà. Donc moi, je les ai rencontrés, j'ai rencontré Rancoul, qui s'occupait du recrutement à l'époque, quand je suis venu jouer contre Castres en Coupe d'Europe avec Sale. Je l'ai rencontré à Toulouse et en fait, ça s'est fait assez rapidement quand même. Et puis, j'avais une année en option en Angleterre. Que t'as pas J'avais signé, activé. j'avais Ouais. signé un +1 en fait. Ouais. J'ai eu une discussion aussi avec Saint-André rapidement parce qu'on s'entendait très bien et que je voulais pas lui faire dans le dos, quoi. C'était pas le Mm. but. Je lui ai parlé, voilà, que j'avais un contact en France, que c'était le Stade Toulousain. Donc, quand il a entendu le nom du Stade Toulousain, voilà, il a tout de suite compris Oui, c'était que j'allais difficile de sûrement l'été. retourner en France rapidement. Ouais. Voilà, donc il m'a dit oui, je comprends. Il m'a dit, comme voilà, tu l'as dit tout à l'heure, il m'a dit qu'il comprenait que de toute façon, que pour lui, j'étais plus un 10 qu'un 9, donc qu'il y avait des chances que je me régale au Stade Toulousain au poste de numéro 10 surtout. Là encore, Donc, à Toulouse, c'est toujours un peu le même schéma, puisque tu vas devoir prouver que tu es à la hauteur des attentes des autres. D'abord, quand tu es recruté, tu es en concurrence avec Elisal, Keller, Michalak. Enfin, c'est énorme. Et donc, bah, il y a des gens qui disent, mais pourquoi ils ont pris courant, en gros? Ça, c'est la première saison. Et la deuxième saison, Fred Michalak, qui est l'icône du club, quitte le Stade Toulousain. Et tu te retrouves au poste d'ouvreur avec Gafi Dutoit. Et au départ, au début de la saison, de la deuxième, l'acte 2, je me rappelle très bien que la question est là. Pourquoi Toulouse ne recrute pas un 10? Finalement, tu vas mettre du temps à convaincre, mais tu vas y arriver. Est-ce que ce poids-là, être à la hauteur des attentes des autres, c'est chiant? non, non, c'était pas chiant. Après, moi, c'était un défi à relever aussi. C'était un défi. J'arrive au Stade Toulousain. Je me rappelle la première année, j'arrive avec. On n'est pas nombreux à arriver, on est trois ou quatre à arriver. Il y avait du Sautoir qui arrive en même temps que moi, Albacete, et un Fidjien, je sais plus qui c'était, un Fidjien. Navor? Non, peut-être après. Non, non, Cunavor était déjà là. Non, c'était un autre, un ailier, je crois, mais qui n'a pas trop joué. Ok. Donc on était quatre à arriver dans ce vestiaire. Et quand on voyait les noms, voilà, je pense que dans le vestiaire, je devais être Le le manteau. seul avec peut-être Médard, parce que c'était sa première saison pro, qui avait son casier, qui n'avait pas encore été international. Mais voilà, on était vraiment pas nombreux à pas être international, que ce soit français ou autre. Et c'est vrai que quand on arrive là, entre la concurrence, voilà, on se dit, ben, est-ce qu'on va jouer beaucoup? Donc on va. Voilà, je me suis dit, ben, de toute façon, maintenant que tu es là, voilà, il faut tout faire pour jouer un maximum. Pardon. Et, euh, et après, voilà, j'ai profité aussi des blessures de certains, de la rotation, parce que Noves faisait pas mal tourner aussi. Et finalement, sur ma première saison, je crois que on partait toujours à 24, donc avec 2 joueurs de plus, parce qu'à l'époque, on était 22 sur la feuille de match. Ouais. Et je crois que sur la première saison, je suis quasiment tous les matchs dans les 24. Pas forcément tout le temps sur la feuille de match, des fois 24e, mais je fais quasiment tous les déplacements, tous les matchs. Tu vas même Donc, carrément beaucoup jouer puisque tu fais 27 matchs la première saison, ouais, bah, tu vois. 16 titularisations, mais 27 matchs top 14 et Coupe d'Europe. Tu t'attendais à jouer autant ou pas vraiment? Non, 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 je ne m'attendais pas à jouer autant, surtout quand on voit les noms avec qui, comme tu dis, j'étais en concurrence. Michalak et Lissal, qui étaient tous les deux internationaux.
Bon, Michalak jouait un peu plus 10 à ce moment-là, parce qu'ils étaient avec Jeff Dubois sur le poste de demi d'ouverture. Moi, j'étais plus à la mêlée avec Elissalde. Mais non, je ne m'attends pas à jouer autant. Et finalement, ben, je suis content parce que j'arrive à prouver aussi que ben, les efforts que j'ai faits en Angleterre, surtout physiquement, payent et me permettent de jouer dans un des meilleurs clubs français. Cette aventure toulousaine devient carrément magnifique puisque tu vas décrocher un Brennus avec le Stade Toulousain. Juste avant ça, j'ai une question très bête, mais c'est quoi tes rapports avec Guy Novès? Parce que euh, on en parle assez peu, mais humainement, il est comment? Humainement, il est comment dire? Non, non, j'avais des bons rapports avec Guy, et ça, il y a jamais eu de soucis. À la fin, ça a été un peu compliqué, un peu bizarre parce que ben, sur la deuxième année, comme tu l'as dit, j'ai réussi à m'imposer au poste de numéro 10 sur le début de saison, jusqu'à ce que je me blesse en décembre, en fait. Et après, c'est Elissalde qui a fini la saison à l'ouverture, et moi, j'étais plutôt remplaçant. Et à 2 matchs de la fin, je me blesse à la cheville. Et sur le dernier match de la saison où ils veulent mettre une rotation en place, ma cheville n'est pas encore soignée totalement, donc je leur dis que je ne peux pas jouer. Et, euh, et ça les fout dans la merde, mais en fait, ils sont obligés de mettre un joueur qui voulait me mettre au repos à ma place. Donc voilà. Et donc c'est pour ça que j'ai pas fait la demi-finale, parce que pour la demi-finale, j'étais apte. C'est apte, mais Et j'ai même pas été invité au déplacement. Ils avaient emmené tout puni. le monde Mhm. puni, en fait. Et comme Elissalde se fait mal aux côtes en demi-finale et qui prend un gros pet, il savait pas s'il allait jouer la finale ou pas. Ben, Il est ben obligé de te Noves, réintégrer pour la finale. mais en fait, c'est même pas lui qui m'appelle pour me le dire. Il Euh, fait appeler un dirigeant pour que le dirigeant me dise il faut que tu appelles Guy. Voilà. Donc c'était sa façon de faire après. Je pense que Ouais. voilà, c'était. Après, Noves, une telle aura à Toulouse que tu peux que le respecter et par rapport à tout ce qu'il a fait, par rapport à là. Moi, j'ai toujours eu des très bonnes relations. Quand il avait quelque chose à te dire, il te le disait. Voilà, il passait pas par quatre chemins. Là, j'ai d'autres entraîneurs qui ne savaient pas dire les choses et qui finalement étaient un peu fourbe, un peu snake. Et lui, il n'était pas du tout comme ça. Voilà. Et quand il avait noir et à te dire, il te le disait droit dans les yeux. Et puis, il fallait que ça soit comme ça. Donc voilà, donc je l'appelle, et puis pour la finale, ben, il me dit, là, est-ce que tu es prêt à faire une finale championnat de France? Ben, qui n'est pas prêt à faire une finale Ouais. championnat de France? Écoute, Guy, je suis pas trop sûr, je le sens pas. Bah, je sais pas, là. T'es sûr? Voilà, donc il me dit ça, il me dit, voilà, on veut te prendre dans le groupe, mais on veut que tu sois sûr, que tu sois à 100% dans la tête, et voilà. Je dis, bah oui, moi je suis prêt, de toute façon, j'aurais été prêt pour la demi-finale aussi si tu m'avais appelé, mais bon, c'était pas le cas, mais c'est pas grave, et voilà, maintenant je suis prêt quand même. Et en fait, à ce moment-là, je pars pour faire la finale avec eux. Mais à ce moment-là, je ne sais plus encore si je suis. Parce qu'en fait, j'avais re-signé à Toulouse au départ. Ouais. À la fin de ces 2 années, j'avais re-signé 2 ans. Mais Mais ce il y qui me a, fait, ouais, ce qui me fait partir, c'est le retour de Fred Michalak. parce que tu comprends que tu n'auras pas autant de temps de jeu et Ben, que. parce que déjà, cette année-là, on était ben, déjà trois demi de mêlée. Il y avait Keller, Elissalde et moi. À l'ouverture, il y avait que Rafi Dutoit et moi. Donc, j'ai joué au début de saison, mais Elissalde a couvert le poste. Et là, il y a Skrela qui arrive à l'ouverture. Et en plus, Michalak. Donc, ça faisait Ça faisait Keller et 7 Elissalde à de la poste. mêlée. Ouais. Michalak, Skrela en 10 et moi en plus qui couvre, quoi, qui a le même profil que Michalak et qu'Elissalde finalement. Donc voilà, ça faisait beaucoup et je lui ai dit. Et là, je sais plus à ce moment-là si j'avais déjà pris ma décision de partir ou pas, mais bon, c'était un peu tendu à ce niveau-là parce qu'il voulait récupérer un joueur. Mm. J'étais un peu une monnaie d'échange, on va dire. Donc c'était un peu. Mais bon, pour la finale, j'y vais quand même à 100%. Oui, tu penses pas à ça au moment de soulever le Brennus, Non, non, j'imagine non, que. bien sûr. Bien sûr. Mais c'est pour ça que voilà, la finale, je la vis parce que c'est une finale et c'est un moment formidable et fou à vivre. Mais par rapport à ce qui s'était passé les semaines avant, de ne pas avoir été pris pour la demi-finale Mm. et tout ça, c'était une ambiance un peu bizarre, on va dire.
On arrive donc au bout de l'aventure au Stade Toulousain. Tu l'as dit, la fin s'est pas forcément passée comme tu l'espérais. Tu vas signer pour un club qui à l'époque est encore un gros club, Biarritz. Mais toi, d'un point de vue personnel, ça va un peu moins bien se passer. Est-ce que tu sais aujourd'hui pourquoi tu as moins joué? Pourquoi est-ce que tu as eu moins la confiance peut-être du staff en place? Euh, non, j'avais la confiance, c'est que j'ai eu des blessures, en fait. Jusqu'au Stade Toulousain, jusqu'à ma deuxième année à Toulouse, j'avais quasiment jamais été blessé. À Brive, j'avais jamais été blessé. Sale, j'avais pas été blessé trop non plus. J'avais un petit truc à l'épaule, mais vite fait. À Toulouse, ben, en fait, ce qui il me coupe dans ma deuxième année, où je m'installe à l'ouverture, c'est une blessure au mois de décembre, en fait, qui me permet pas d'enchaîner le reste de la saison comme titulaire et finalement de laisser la place de titulaire à Elissal à l'ouverture, qui, euh, qui fait des bons matchs aussi en me remplaçant et qui s'installe au poste. Et à Biarritz, c'est pareil, jusqu'en décembre, je suis titulaire sur les gros matchs. Je joue les matchs de Coupe d'Europe, parce que je voulais jouer en allant à Biarritz. Mon choix de Biarritz, c'était surtout aussi pour continuer à jouer à la Coupe d'Europe que j'avais connue à Toulouse. Voilà, parce que quand on joue à Toulouse, tous les clubs de la France vous contactent, hein. Donc j'aurais pu aller ailleurs aussi à ce moment-là, à la fin de Toulouse, et j'avais choisi Biarritz surtout pour continuer à jouer la Coupe d'Europe. Voilà. Et, euh, et non, et jusqu'à un match de Coupe d'Europe, justement, où je me fais une grosse blessure qui m'a éloigné presque 8 mois des terrains. Donc, c'était une lésion au niveau des ischios, mais qui ne savait pas trop comment soigner. Donc, ça a traîné pendant presque 8 mois. Donc, la première saison, Ouais, de en gros, décembre tu... Ouais, à la reprise, j'ai quasiment pas joué, quoi. ouais. Donc c'est moi qui ai mal fait mon boulot. Je suis désolé, Valentin. Je t'invente des mauvaises Non, non, c'est relations avec des... Tu veux pas dire un peu de mal quand même des staffs? Ça m'arrangerait moi, pour faire le buzz avec mon Non, podcast. après la deuxième année, la fin de la deuxième année a été compliquée parce que je reviens de cette blessure un peu sur la pointe des pieds, mais en faisant des bouts de match, ce qui est compliqué Mhm. quand on revient de blessure pour se réimposer. Et ils me font jouer quelques matchs où on perd et où je suis sur des actions, un derby surtout contre Bayonne, ou deux actions où ils marquent et où je suis au niveau un où je loupe le plaquage vraiment et un autre où je suis entre deux et le mec il passe et voilà. Donc là, ils ont dit que c'était une défaite, que c'était pour moi, hein, en gros, devant tout le monde, hein, le staff, et que, en gros, je reporterai plus jamais le maillot du BO. Mais il restait une dizaine de matchs à jouer. Ah ouais, parce que là, on est quand même le 28 janvier, quoi. Ouais, 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 c'était, voilà, C'est c'était le match à Bayonne, on perd 14-0, c'est ça, t'es ouais, dedans? 15-0. Ouais. Ouais, Et ou d'ailleurs, 15-0, hein. ils te sortent à l'heure de jeu, ce qui Ouais, voilà. arrive très Et, peu, quoi. et derrière, ils me disent clairement ça, sauf que ben, derrière, on va à Perpignan. Et ils font tourner. Finalement, il y a plein de blessés. Même à l'époque, ils avaient mis Perlong à la mêlée, Ouais. alors que moi, j'étais remplaçant. Pour te dire qu'ils voulaient vraiment pas me faire jouer. Tu vois. Et Perlong se blesse, ou il y a un mec qui se blesse à l'échauffement ou au début ou le matin du match, qui est malade. Et finalement, ils sont obligés de me mettre. Et je fais un très bon match à Perpignan. On a failli gagner à Perpignan à l'époque, qui était une grosse, grosse équipe. Ouais, vous perdez 19-14. Voilà, mais longtemps, Ah la vache. on gagne sur le match. Et je fais une très bonne partie, donc derrière, ben, ils peuvent plus trop m'enlever de l'équipe, quoi. Surtout qu'Ashvili a eu un peu des blessures et tout ça. Et en fait, je fais les 8 derniers matchs de la saison remplaçant, que ça soit championnat ou Coupe d'Europe, parce qu'on va jusqu'en finale de Coupe d'Europe. Ouais. Et je fais les 8 derniers matchs remplaçants et je joue 3 minutes en finale de Coupe d'Europe sur les 8 derniers matchs. C'est Voilà. assez incroyable parce qu'au final, avec cette finale justement que tu évoques, tu as fait toutes les finales possibles, en gros, puisque on l'a pas évoqué, mais tu étais le premier Français à avoir été champion de France et champion d'Angleterre. Tu as été champion du monde junior. Tu fais une finale de Coupe d'Europe. Par la suite, tu vas signer à Agen, puis à Grenoble, parce que c'est le chemin que tu vas prendre. Mais sans taire ta fin de carrière, c'est pas du tout l'objet. On sait que tu vas être beaucoup embêté par des questions de blessures. Il y a quand même une question que je pose à tous mes invités quand on fait le bilan de ce que tu as pu accomplir,
Quand on prend quelques chiffres, hein, je viens d'évoquer ton palmarès, mais c'est aussi quasiment 11 ans au plus haut niveau, en passant par des clubs mythiques comme Sey, le Stade Toulousain ou Biarritz, en évoluant quasiment toujours en première division et en étant titulaire, ou en tout cas dans la rotation au minimum dans tous les clubs où tu es passé. Est-ce que tu es fier de ce que tu as accompli? Ouais, je suis fier. Ouais, non, je suis fier de cette carrière. Et puis, et s'il fallait la refaire, je pense que je ferais les mêmes choix parce que ça m'a permis de rencontrer beaucoup de joueurs différents, déjà, de ne pas rester 10 ans dans le même club, même s'il y a des joueurs qui restent 10 ans dans le même club et qui font une Oui, qui super font une belle carrière et carrière. qui se régalent aussi, hein. Ça, voilà. Mais non, les choix que j'ai faits, ça m'a permis voilà, de sortir, comme je le disais, de ma zone de confort à un certain moment pour passer un cap et évoluer dans les meilleurs clubs français et anglais. Voilà, ça m'a permis aussi de gagner des titres. Alors, et puis après, sur la fin de carrière, on va dire, c'était des choix plus, pas des choix par défaut, parce que ça reste Grenoble, Agen, ça reste que des grands clubs du rugby Ah, français. bien sûr. Mais c'était pas, j'avais pas le choix de 10 clubs, on va dire. Voilà. Autant je l'ai eu quand j'étais à Toulouse, ce choix-là, où, comme je te dis, à la fin quand j'ai signé les 2 ans, j'avais tous les présidents de clubs, que ce soit Boudjelal, Berbizier, Dourte, qui était à Bayonne à l'époque, qui m'appelaient pour me faire signer dans leur club. Quand ça va moins bien, qu'on a été blessé, qu'on joue un peu moins, on a un peu moins de contact. Mais voilà, j'ai réussi, grâce aussi aux agents que j'avais, qui étaient peut-être bons, à rebondir dans des clubs intéressants, à toujours, ben, comme tu l'as dit, être dans la rotation et jouer des matchs souvent intéressants, Souvent les plus euh, importants, ouais. voilà, les plus importants contre les grosses équipes. Voilà, j'ai des souvenirs à Grenoble qui sont énormes aussi, on n'en a pas parlé, mais avec Ouais. ces matchs au Stade des Alpes, quand on gagne contre Toulon, à Toulon. Voilà, la dernière saison, juste avant que je me blesse, et que c'était le dernier match que je fais quasiment en entier. C'était à Toulon, avec le grand Toulon en plus, qui était 3 fois champion d'Europe. On les bat chez eux. Voilà, ça reste des souvenirs avec un groupe en plus, vraiment vraiment une bonne de copains. Voilà, il n'y avait pas de stars, c'était vraiment des mecs, pour la plupart, qui avaient joué pas mal d'années en Pro D2 aussi, donc qui était un groupe vraiment sympa. Donc non, non, je suis fier de la carrière que j'ai fait et du parcours que j'ai eu. D'ailleurs, la boucle est bouclée puisque ton dernier match entier face à Toulon, justement, tu le disputes avec des joueurs que tu as pu croiser par le passé dans les équipes de jeunes, comme Vincent Campo, par exemple, qui est, euh, qui est là. Et voilà, c'est assez rigolo de voir que tu vas Ah oui, il y avait retrouver. Geoffrey Messina aussi qui Ouais, était là. exactement, qui était au centre. Ouais, ouais. C'est Ouais, assez ouais, drôle de voir que tout est bien, qui finit pas top bien, puisque tu vas finir quand même blessé, que tu vas mettre un terme à ta ouais, je suis carrière un peu blessé, mais jeune. après, c'est un choix Mais, aussi. C'était pas, mais pas tu faire voulais les pas jouer maths ou sur les, une ou patte. les années de trop pour. Voilà, il y a une Ouais. vie derrière le rugby aussi. J'aurais pas aimé voilà, finir vraiment avec un gros handicap et puis pas pouvoir jouer au foot avec mon fils après le rugby ou faire des choses comme ça, tu vois. Voilà, c'était Rugby Brut avec Valentin Courant. J'espère que cet épisode, comme tous les autres, vous a plu. Et puis comme à chaque fois, je vous le répète, vous pouvez noter ce podcast et vous abonner pour ne pas louper les prochains. Je vous remercie d'avoir passé du temps avec moi et surtout avec Valentin Courant. Et je vous dis à très vite pour un prochain numéro de Rugby Brut.